Merci Linda. Alors tout d'abord, je voulais remercier le CND pour son accueil, parce qu'il y a des choses qui sont très dures à modéliser dans les réseaux sociaux, c'est tous les aspects qualitatifs des relations. Et ça, c'est très dur à connecter, très dur à collecter et à connecter, que ça soit sur Internet ou même que ça soit sur les réseaux humains. Et justement, moi, je suis très attaché à la modélisation des modèles un petit peu complexes. Alors, je vais essayer de récupérer c'est le PowerPoint, tout simplement. Voilà. Excusez-moi, juste un petit calage technique. Parfait. Donc, je suis très attaché à l'analyse des réseaux un petit peu complexes, et particulièrement à l'analyse des réseaux humains, social network analysis. Donc, je vais commencer par me présenter rapidement. Donc, je suis consultant spécialisé en système de veille et dans l'accompagnement des entreprises sur la mise en place des dispositifs de veille et l'intégration des différentes solutions. Donc, mes clients, c'est principalement des grands comptes, principalement en France. Comme tout bon professionnel qui travaille dans la veille, je suis ce qu'on appelle un social media addict. Donc, je passe énormément de temps sur les médias sociaux. Donc si vous tapez mon prénom et mon nom sur Google, vous trouverez assez facilement mes profils Facebook, LinkedIn, Viadeo, Twitter, Google+, etc. Parce que pour moi, en fait, les réputations, ça se résume à une occupation de l'espace numérique. Et s'il n'y a pas quelque chose de plus cartographique que l'occupation de l'espace numérique, je ne sais pas de quoi on peut parler si on parle de cartographie. Donc voilà, les pages Facebook, etc., etc. Donc, je me suis dit que ça serait intéressant de me présenter aussi sous forme de cartographie. Donc ça, c'est typiquement une cartographie de mon réseau Facebook, donc un réseau plutôt personnel, on va dire. Et fatalement, au bout de 10 ans passés dans le secteur de la veille et d'intelligence économique, mon réseau personnel est aussi très proche de mon réseau professionnel. Et on voit assez facilement sur ce réseau-là. Et ça, c'est assez flagrant parce que vous ne connaissez pas forcément ces personnes-là. Moi, pour le coup, je les connais très bien. Le calcul de la couleur, en fait, représente des clusters, représente des groupes d'individus. Et moi qui les connais bien, je vois assez bien apparaître les personnes qui habitent à Toulouse. Le petit accent que vous aurez peut-être reconnu. Les personnes qui travaillent plutôt dans le secteur des agences de communication, des personnes qui travaillent plutôt dans le secteur de l'intelligence économique. Et tout ça, c'est calculé mathématiquement. Et donc, je me suis dit, ok, les personnes qui sont autour de moi, quelles relations elles ont entre elles? Lesquelles sont les plus appréciées? Et finalement, si je résumais les personnes dans mon réseau, on s'aperçoit que les personnes les plus actives, ça se limite à une groupe de 5-6 personnes qui sont extrêmement actives sur le réseau social et qui génèrent énormément d'interactions. Et ça, c'est très intéressant parce que j'ai beau les connaître, j'ai beau savoir que Marie-Laure, elle passe sa vie sur Facebook et Twitter, je ne sais pas forcément quel est le niveau d'activité autour qu'elle va générer, quel est le niveau d'interaction. Ça me permet de valider qu'en dehors de son investissement, elle va générer une véritable activité. Voilà, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, on peut faire du quantified self. On peut arriver à se déterminer, sa vie, à déterminer son activité avec un ensemble d'indicateurs, que ça soit chiffré ou que ça soit cartographique. Donc quels sont les constats aujourd'hui autour de l'entreprise et de l'information? Alors là, c'est un petit peu la tarte à la crème, et je suis désolé parce que pour le coup, il y a beaucoup de personnes qui ont abordé ces aspects tout au long de la journée hier. Mais moi, j'ai entendu hier que, je crois que c'est Franck qui disait ça, que le monde n'était pas plus complexe hier qu'aujourd'hui. Je ne suis pas complètement d'accord. Je ne suis pas complètement d'accord parce que quand vous devez traiter un document dans la journée, quand vous devez en traiter 10 000, pour celui qui doit traiter les documents, c'est un petit peu plus compliqué. Surtout quand on vire des personnes et qu'on est en phase de restriction budgétaire, de restriction personnelle. Et pour le coup, pour les personnes qui travaillent dans la veille, dans l'information, le travail devient un petit peu plus compliqué. Donc on a aussi un environnement de plus en plus international, avec de moins en moins de contacts locaux. Aujourd'hui, pourquoi on a les mêmes titres sur tous les journaux? C'est parce que vous avez un correspondant à l'agence France Presse, parce que vous avez un correspondant Reuters, et puis c'est tout. Les autres, ils achètent l'information. Il n'y a plus personne sur le terrain. Pour les entreprises, c'est pareil, on a de moins en moins d'interlocuteurs qui sont délocalisés, qui sont sur le terrain. Donc on a des contraintes budgétaires, sécuritaires, juridiques, qui sont de plus en plus fortes.
avec une information massive. Clairement, je ne sais plus, hier on parlait de l'information qui doublait, disponible tous les 9 mois, je crois, quelque chose comme ça. Bon, selon les sources, vous allez trouver des informations plus ou moins à 9 mois, à 6 mois, à 3 mois, ça dépend. Quoi qu'il en soit, il y a de plus en plus d'informations, c'est une évidence. Ça, je veux dire, bon, personne ne peut le nier. Lourd à collecter, difficile à structurer. Je crois qu'hier la question est venue plusieurs fois. Comment on collecte l'information? Et en dehors de comment on collecte l'information, c'est comment on va la rendre exploitable, comment on va la rendre lisible par des logiciels qui sont un peu stupides. Un logiciel, ça n'a l'intelligence que l'intelligence qu'on lui a programmée. Accessoirement, ça veut dire qu'il veut répondre à des règles et des contraintes très strictes, particulièrement en termes de format d'information. Et l'information est en plus coûteuse à exploiter. Une fois qu'on l'a collectée, qu'est-ce qu'on en fait? Il va falloir prendre des décisions. Ça suffit pas de la lire, de la stocker. On parlait de stock, de flux. Aujourd'hui, on est dans le flux, on est dans le traitement de l'information. Le flux, ça veut dire qu'on ne stocke plus, ça veut dire qu'il faut traiter l'information avec un certain délai, une certaine rapidité. Donc, en tout cas, l'information aujourd'hui, elle est indispensable. C'est une matière de la création de valeur, et c'est une composante essentielle du management de l'entreprise. Ça représente des problèmes, parce qu'il faut traiter cette information, mais ça apporte des solutions à partir du moment où on sait lire cette information. Donc, on a clairement une masse d'informations internes, avec une inflation galopante, une accessibilité des données limitées. Pourquoi c'est pas compliqué, hein? Vous avez 2 papiers, 2 post-it sur le bureau, vous allez trouver facilement lequel est le bon. Si vous mettez les 2 mêmes post-it au milieu d'une montagne de post-it, l'accessibilité des données va être beaucoup plus limitée. On a des outils de business intelligence, de reporting, qui sont des outils relativement figés. Oui, il y a des outils de business intelligence qui sont interactifs, qui sont dynamiques. Il y en a très peu qui permettent une manipulation des données, des croisements dynamiques avancés. Pourquoi? Parce que derrière, en fait, ces données-là sont tellement massives qu'on génère des tables intermédiaires calculées pour pouvoir traiter la donnée et générer les dashboards. Donc vous pouvez rarement remonter à la base de données intégrale pour générer des états intermédiaires. C'est vraiment de la BI. Quand on parle de BI, on parle de téraoctets, on parle de téraoctets de données, et on ne manipule pas des téraoctets de façon dynamique ou en temps réel. C'est de la foutaise. On est obligé de générer des états intermédiaires. On a des données textuelles, c'est super le texte, on peut le lire, on peut faire des résumés, extraire des extractions, on va faire de l'extraction de tes données, mais c'est très dur de vraiment tirer la matière première. L'intelligence économique, c'est quelque chose de typiquement français. Pourquoi? Parce que les anglo-saxons ne s'embêtent pas avec le texte. Ce qui les intéresse, ça va être la donnée, le chiffre. Qu'elles lisent un article, ce qui les intéresse, c'est la société qui a racheté telle société. C'est le chiffre d'affaires, c'est le développement des parts de marché. Et souvent, on a, en dehors de ces données-là en interne, on a des données externes qui souvent ne sont même pas collectées. Tout le monde fait de la veille de l'intelligence économique, ça aussi c'est une foutaise. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ne font pas de veille, qui ne font pas d'intelligence économique et qui n'ont même pas le temps de s'occuper des données qui sont à l'extérieur. Donc des outils de business intelligence traditionnels, vision figée, difficile de manipuler des données, et finalement peu d'interactivité, et c'est très inefficient dans la représentation des relations. On a effectivement des chiffres, mais quelle est la relation entre une donnée, une variable et une autre? Il y a une quasi-impossibilité sur les outils de BI. Je dis quasi-impossibilité. On entendrait rarement utiliser le terme totale impossibilité. On est dans la nuance. Tout est possible dans l'informatique avec des budgets, des moyens et une volonté. Là, en l'occurrence, les outils de BI aujourd'hui répondent à un marché sur lequel on a un budget limité et on va limiter l'interaction. Surtout, ça manipule très peu de données textuelles. Le cas qu'on a vu hier sur le traitement SPSS, c'est génial, j'adore. Si mes clients ils avaient 10 000 € à claquer pour faire du SPSS, pour extraire 10 concepts à l'intérieur de 200 pages de documents, j'adorerais. Le problème, c'est que la réalité du marché aujourd'hui, elle n'est pas celle-là. Moi, je vais vous parler d'entreprise, vous n'allez pas entendre des tests, des théories. Moi, je vous parle de mes clients, de leurs problèmes. Et du fait qu'il faut apporter des réponses concrètes avec des contraintes budgétaires, des contraintes d'hommes et de compétences. Donc la cartographie. Avant de pouvoir utiliser la cartographie, il y a plusieurs conditions qui doivent être réunies. La première, c'est qu'il faut une problématique. Quand vous manipulez 200, 300, 400, 1 million de données, 1 million de points, si vous ne savez pas où regarder, ça ne sert strictement à rien. Et ça c'est quand on a les points. Mais avant ça, il faut savoir comment on collecte les points. Dans quel univers on va chercher la donnée qui va permettre d'alimenter la cartographie.
on peut manipuler des ensembles de données et essayer de les lire, mais si on sait vers où on veut aller, comment on va orienter la collecte de données, on va se faciliter le travail, on va optimiser surtout, Et pourquoi une question? On ne fait pas de la cartographie pour que ça fasse joli. Si à un moment donné vous faites de la cartographie pour que ça fasse joli, ça ne sert à rien. On fait de la cartographie pour répondre à une problématique, pour lever un voile informationnel, pour lever le brouillard de guerre, pour lever la méconnaissance que l'on a de son environnement et faciliter la prise de décision. Donc ça, c'est un clic que derrière, on a des données, et si possible, des données structurées. Voilà. Et pas des pages web, et pas des fichiers qui ne sont pas prêts à l'exploitation. Donc ça, c'est typiquement un fichier de données qu'on peut avoir, qui est en phase amont. Ça, par exemple, c'est des fichiers de données que j'utilise sur Twitter. On collecte des fichiers Excel par colonne avec une date, un minimum, un auteur, un texte intégral. Ça, c'est la première phase. On les balance dans une machine, on va découper, on va extraire les personnes qui sont mentionnées, on va extraire les hashtags, et on va restructurer la donnée, on va calculer des états intermédiaires. En fait, on génère une vue selon un modèle conceptuel qui est le modèle de ce qu'on veut analyser. Il y a un modèle pour Twitter, un modèle pour Facebook, un modèle pour Wikipédia, un modèle pour les sites web. On a un modèle par environnement qu'on veut modéliser. Et donc derrière, on a ce modèle de données-là qui va être nécessaire pour modéliser sa cartographie. Pourquoi? Parce que dans une cartographie, imaginons que vous avez des points. Les points ont une taille, mais la taille, elle varie en fonction de quoi? Et comment on va calculer la taille de ce point-là? Tout simplement, il faut une donnée pour calculer ce point. Sur Twitter, c'est simple. On fait un classement, par exemple. La cartographie, il y a pour moi 4 objectifs qu'il ne faut pas perdre de vue quand on fait de la cartographie. C'est la clarté, la lisibilité, la simplicité et l'homogénéité. On ne met pas tout et n'importe quoi dans un modèle de cartographie. L'esprit humain peut difficilement s'encombrer sur un même espace de travail de milliers de modèles et passer de l'aide. Une cartographie doit être relativement homogène. Soit dit en passant, ces 4 adjectifs sont complémentaires. Ils veulent à peu près dire la même chose, c'est qu'une cartographie doit vraiment apporter du sens à la donnée. Et pour ça, elle ne doit pas compliquer la donnée qu'elle collecte et qu'elle modélise, elle doit la rendre au contraire plus lisible. Ça, c'est un exemple. J'aime beaucoup de choses très simples qui peuvent être faites en termes de visualisation des données. Pourquoi c'est pas si simple que ça? Trimap, représentation en arbre, en fait, par espace géométrique, assez simple, avec un code couleur qui correspond à la thématique. C'est, on va dire, c'est pas super abouti comme mode de représentation. Ce qu'il y a de très fort derrière, c'est que le carré, en l'occurrence, ici, le carré rouge par exemple, est modélisé en fonction du nombre d'articles qui parlent de ça. Ça paraît réel, mais sur un même label, retrouver à l'intérieur de milliers d'articles, des articles qui ne portent pas exactement le même titre, mais qui vont traiter du même sujet, c'est un vrai défi en termes de traitement lexical et traitement sémantique. En l'occurrence, ça s'appuie sur Google. Quand vous allez sur Google, vous dites cet article et X autres articles traitent du même sujet. Donc Google a développé cet algorithme-là. Et finalement, la valeur de cette cartographie-là, on voit bien qu'elle n'est pas dans la représentation, elle est dans la capacité à, sous un même intitulé, reconnaître les articles qui parlent de la même chose. Et sans ça, cette cartographie n'a absolument aucune valeur. Donc, la seconde qualité de la cartographie, c'est de pouvoir apporter un axe de structuration de la donnée qui va éloigner le texte brut. L'idée, c'est pas de garder tout le texte. Hier, Raphaël disait qu'effectivement, l'intérêt, c'est de pouvoir garder le contenu. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Une cartographie, l'idée, c'est pas forcément de pouvoir à tout moment remonter dans le texte. C'est au contraire de simplifier les choses, sur l'ergonomie aussi. Et là, en l'occurrence, on voit les tweets qui ont été traités sur un sujet et on voit ce qu'on peut en faire derrière, naviguer entre les interactions de façon dynamique et quelles sont les relations entre les personnes. Donc, ce qu'il y a de très fort dans la cartographie, c'est qu'en fait, moi je m'aperçois qu'au quotidien, je travaille avec des entreprises qui travaillent dans le secteur de la pharmaceutique, qui travaillent dans le secteur des télécoms, de la banque, et il y a des secteurs sur lesquels je ne comprends strictement rien. Au début, on parlait de vaccins, on parlait de live atténuated, on parlait de tout un tas de modes de production des vaccins, de Clostridium difficile, je ne savais même pas ce que c'était. Ça ne m'empêche pas de traiter des corpus documentaires. J'ai besoin des mots-clés qui vont me permettre de collecter la donnée de façon relativement ciblée, c'est-à-dire que je ne fasse pas rentrer tout n'importe quoi. En l'occurrence,
Sur c'est difficile, on a eu un gros problème, c'est qu'on a plein de jeunes en France qui disent c'est difficile, avec c'est difficile. Et c'est un vrai problème que nous n'avons pas pu régler, si ce n'est d'avoir une personne qui va supprimer systématiquement c'est difficile. Parce que sur 140 caractères, vous avez peu de marge de manœuvre sur les équations qui vont permettre d'extraire tel ou tel contenu. En fait, avec ce corpus documentaire, en appliquant des algorithmes, en appliquant de la mathématique, on peut voir se dégager des choses sans même comprendre et sans même lire le contenu à aucun instant. Donc, troisième qualité de la cartographie, ça permet de mettre en évidence des relations. Et des relations qui ne sont pas forcément explicites, ou en tout cas qui ne sont pas dominantes dans la donnée ou dans le jeu de données. En l'occurrence, si on prend aujourd'hui, par exemple, les bilans ou les statuts sociaux des entreprises, ce qui va figurer énormément, c'est les parts dans le capital de telle ou telle entreprise. Et beaucoup de personnes s'attachent à modéliser les participations d'une entreprise à l'intérieur d'une autre entreprise. Or, on s'est aperçu que dans les entreprises, il y avait autre chose, c'est la consanguinité des conseils d'administration. Et que, en fait, c'était peut-être plus intéressant de regarder quelles personnes siégeaient à l'intérieur de quel conseil d'administration. Alors, je suis désolé, je ne peux pas vous la montrer, elle est interactive, cette cartographie, c'est-à-dire que vous cliquez sur la mienne, vous avez les liens qui s'animent, mais en fait, effectivement, il y a une très forte consanguinité à l'intérieur des entreprises du CAC 40 en France, et en fait, les grands managers d'entreprise siègent dans plusieurs conseils d'administration. Et pourtant, quand on regarde la plupart des modèles de données sur l'analyse des entreprises, ils ne se focalisent pas là-dessus, ils se focalisent sur les parts de capitaux. Et le même exemple est sur un site qui s'appelle Zeroul, qui repose sur le même modèle, hein, c'est les relations entre les individus et les sociétés. Donc ici, j'ai pris un autre exemple sur la cartographie des réseaux sociaux. Donc celui de droite, vous l'avez vu X, Y, Z fois depuis le début de la journée. Celui de gauche, ça va être la première fois, parce que celui-là, en l'occurrence, c'est moi qui l'ai fait. Et celui de droite, c'était super intéressant. Moi, de savoir que j'ai 500 personnes dans mon contact LinkedIn, c'est super. C'est génial, ils se connaissent, c'est bien. Par contre, à gauche, c'est plus intéressant. À gauche, j'ai pris le mot intelligence économique. J'ai lancé site, LinkedIn, intelligence économique, nouvelle stratégie, nouvelle concurrentielle, etc. Et j'ai récupéré des URL. Je suis rentré sur ces URL, et s'il y avait des contacts qui apparaissaient à l'intérieur des profils Facebook, j'ai suivi les liens de contact. Et comme ça, j'ai un ordinateur qui a tourné plusieurs fois, qui a lancé des requêtes, etc. Pourquoi? Parce que LinkedIn, à chaque fois, renvoie une page un petit peu différente, selon que vous êtes passé une fois, deux fois, vous êtes connecté, pas connecté. Bon, j'ai fait ça dans McDonald's, hein, pour que mon IP ne se fasse pas blacklister chez moi. Et comme ça, j'ai récupéré 25 000 contacts dans le secteur d'intelligence économique. J'ai éliminé tous les parasites, c'est-à-dire ceux qui étaient en relation avec une ou deux personnes, des contacts principaux autour de l'intelligence économique, pour me focaliser sur le réseau que je ne connais pas, qui n'est pas dans mon carnet d'adresse, que j'ai capitalisé, collecté de façon furtive. Ça, c'est un vrai travail de cartographie. On a une vraie donnée à collecter, et on va automatiser la collecte de données de façon intelligente, et on va la structurer pour l'utiliser dans un logiciel de cartographie. Commercialement, c'est super intéressant. Et ça, c'est une très très forte demande. Enfin, aujourd'hui, clairement, je travaille sur des projets sur... On parse des pages LinkedIn et Viadeo, et on les parse tous les jours sur des noms d'entreprises. Et si le contact a pris plus de 4 contacts par rapport à la veille, on se dit, ah, peut-être qu'il cherche un job. Est-ce qu'il n'aurait pas ajouté des contacts de la société concurrente? Non, parce que s'il va s'en mêler à la concurrence, ça serait bien de le savoir. Et ça, c'est un vrai travail. Enfin, là, en l'occurrence, c'est pour une direction sûreté-sécurité d'un grand groupe. Et on surveille de façon très attentive beaucoup de choses qui se passent sur les médias sociaux. Et LinkedIn Viadeo, ça nous a demandé juste 2 connecteurs, ça nous a demandé 3 mois et demi de travail. Parce que les systèmes de protection de LinkedIn et Viadeo sont extrêmement élevés pour éviter qu'on récupère leur base de données. Donc ici, une autre qualité de la cartographie, c'est de pouvoir localiser aussi dans l'espace. Cette plateforme, elle est super intéressante. Elle a été développée pour la zone Afrique. Et l'objectif, elle était d'optimiser la remontée terrain. Par SMS, par texto, vous pouvez envoyer un message à n'importe quel moment pour dire à cet endroit, là en l'occurrence, sur ce projet-là, au départ, c'est une personne se fait tuer, un village est en train d'être brûlé, etc., etc. Ushahidi, ça s'appelle, c'est une plateforme open source
qui est un mashup avec une plateforme texto, avec un algorithme sémantique qui permet de géolocaliser la donnée à partir des mots contenus dans le message. Après, tout un front office et un back office qui relève du CNS, et un mashup de géolocalisation avec un fond cartographique, en l'occurrence, je crois que c'est du Google Maps. Là-dessus, on a monté une veille concurrentielle qui s'appelle la menace chinoise. Pourquoi? À chaque fois que les Chinois font quelque chose, achètent un entrepôt, rachètent une entreprise, quelque part à travers le monde, le salarié de l'entreprise peut se connecter sur son iPhone, sur son iPad, par texto, par SMS, pour dire là j'ai vu cet article, telle entreprise chinoise vient acheter un local à cet endroit-là, j'ai vu cet article, etc., etc. Ça permet en temps réel quasiment de détecter sur le territoire ce qui se passe vis-à-vis des concurrents, en l'occurrence chinois. On en parlait hier à table. Ça, c'est un vrai projet. Et moi, je vous dis qu'aujourd'hui, les sociétés françaises, y compris Pointe, certaines sont très inquiètes sur la montée concurrentielle des entreprises chinoises. C'est très opérationnel, c'est open source. On a dépensé plus de budget à tester, à voir si on pouvait faire quelque chose avec que dans le logiciel. Il n'y a rien dans le logiciel, c'est gratuit, c'est pas 4G sur iPhone, iPad, tout est prêt. On a eu la même chose hier sur les vols où effectivement le territoire se dessinait juste avec les échanges. Sur Facebook, en fait, ça se passe de la même façon. Là, c'est les échanges entre les personnes qui sont localisées à des endroits sur Facebook. Et les échanges qu'ils ont sur la plateforme permettent de localiser les différentes interactions. C'est fait par un stagiaire de Facebook qui s'appelle Paul Butler. Ça permet de spatialiser tout simplement la donnée. En fait, finalement, la cartographie, c'est relationnel. Il y a des indicateurs volumétriques, mais il y a aussi des indicateurs potentiellement géographiques. J'avoue que ce n'est pas forcément sur ces indicateurs-là aujourd'hui que je travaille le plus, mais en tout cas, c'est un vecteur de plus. La cartographie, on peut rajouter le temps, on peut rajouter la localisation, et on peut rajouter le contenu et la relation. Donc, quels sont les usages de la cartographie? Là, tous mes copains, ils m'ont scié la planche hier. Ils ont pris mon boulot. Donc je vais très vite, tout ce qui est R&D, les relations entre les technologies, les laboratoires, les sociétés. Ça, c'est un projet sur lequel j'ai bossé. L'idée, c'était de dire, il y a des chercheurs qui travaillent dans des laboratoires qui sont sponsorisés par des sociétés. Ce n'est pas une relation explicite. Donc il va falloir la déterminer à travers les dépôts de brevets. Parce que quand vous déposez une publication, un brevet, vous le faites des fois à votre nom, des fois au nom de l'entreprise. Ça dépend du labo de recherche. Et si on peut savoir quelle est la société qu'il y a derrière, on peut savoir quelle société s'intéresse à travers quel chercheur, quelle technologie. Donc identifier des technologies complémentaires, voilà, quel brevet est déposé avec quel brevet par quel laboratoire de recherche, quelles sont les synergies qui sont envisagées au niveau des laboratoires de recherche pour savoir en fait comment on bouge un petit peu les technologies clés, les technologies génériques et les technologies complémentaires à ces technologies génériques. Le marketing, l'identification des affinités entre les chercheurs, les rapprochements entre les sociétés, les laboratoires, le marketing, les relations entre les concurrents et les clients, tout simplement, quelles sont les relations entre les concurrents et les clients, les relations entre concurrents et fournisseurs. On parle de veille fournisseur, un fournisseur, des fois, dans une entreprise, c'est essentiel. Il fournit un produit, parfois unique, à un certain prix. Et s'il vous lâche, ça peut vraiment remettre en question votre activité commerciale, la structure des réseaux commerciaux sur LinkedIn ou Viadeo. Pourquoi ça ne marche pas LinkedIn ou Viadeo? Je ne sais pas, j'ai jamais signé de contrat avec LinkedIn ou Viadeo, parce que je pense qu'aujourd'hui c'est extrêmement mal exploité. Parce qu'on fait, ceux qui font de la stratégie sur Viadeo font de la stratégie de spam en fait. Ils font beaucoup de stratégies issues du web 0,5. Et en fait, ça ne peut pas marcher comme ça. Un réseau social, ça repose sur des personnes, ça repose sur des affinités. Et vous gagnez du temps si vous arrivez à identifier quels sont les nœuds à l'intérieur de votre réseau. C'est une optimisation de ses forces en termes de communication, l'optimisation des ressources, temps et énergie. Donc une approche personnalisée, optimisée des prospects, savoir qui il est, avec qui il est copain, quelles sont les personnes qu'il fréquente. Tout ce qui est communication, ça j'avoue que c'est la partie sur laquelle je travaille le plus aujourd'hui, c'est évaluer la portée des actions de communication. Est-ce que ça se diffuse comment, sur quel niveau de profondeur, quel est l'impact en termes volumétriques, et quels sont les infomédiaires, les relais qui sont les plus efficaces. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il vaut mieux communiquer avec 10 personnes, les bloquer dans un bureau pendant 2 heures, qu'envoyer un mail à 12 000 personnes. Si vous avez les 10 bonnes personnes, c'est beaucoup plus efficace et optimal en termes de stratégie de communication. Donc la cartographie, c'est aussi un outil de communication, ça a été dit. Moi, je suis
vous voyez, les slides sont assez moches, hein, la communication, c'est pas mon truc. Mais la cartographie, c'est clairement un outil de communication. Il y a l'effet, comme diraient mes amis, c'est l'effet bon, ah, c'est bon. Et ça doit faire ça. Et c'est bien quand ça fait ça. Alors, c'est pas tout. Après, il faut que ça fasse d'autres choses. C'est le premier effet qui est sympa, qui permet d'afficher un poster à zéro, comme j'ai entendu dire. C'est génial. Et après, qu'est-ce qu'on en fait avec cette donnée? En plus, ça peut apporter de l'information, mais si en plus l'information que la cartographie apporte, vous pouvez la mobiliser et prendre des décisions avec, là, c'est encore mieux. Donc, un outil de communication interne ou externe, avec sous-jacent des modèles de représentation. Et on le voit que c'est un outil de communication. Les infographies, ça sert strictement à rien. La donnée est souvent nulle derrière, voire erronée. Par contre, c'est clairement un outil de communication. C'est brandé avec la société qui a fait ça. Ça met en avant, ça laisse passer un message. On est, soit dit en passant, on est à deux doigts de la manipulation sur certaines infographies. Je vous invite à prendre énormément de recul vis-à-vis de ce point des infographies. La cartographie, c'est aussi un outil de manipulation des données. Donc, certains outils cartographiques permettent de manipuler les données en live. Moi, je sais que je manipule des cartographies sur mes clients en direct avec plusieurs milliers de points. En quelques clics, on va générer une vue sur une question qui est posée. Il voit une cartographie avec 12 000 points, il dit là, je ne comprends pas. On va régénérer une vue de façon dynamique, entre guillemets, en tout cas assez rapide. Donc, ce sont des outils de travail aussi éventuellement qui sont interfacés directement à la base de données. Ça, c'est assez rare, mais c'est extrêmement puissant. C'est-à-dire que vous allez manipuler la donnée et le modèle de données sous-jacent ou la donnée structurée à l'intérieur va se remettre à jour en fait. Par exemple, vous fusionnez deux nœuds, et ils vont ajouter les niveaux de puissance des nœuds, par exemple, et la base de données va se mettre à jour. Donc, c'est à la fois un outil de visualisation, mais aussi potentiellement un outil de manipulation des données. Bon, c'est assez rare. Et puis, il ne faut pas qu'il y ait trop de données dans la base. Donc, mes conclusions, d'abord, c'est que la cartographie, ça permet de révéler le sens caché, faciliter l'accès à la navigation, ça a un impact visuel sur la mémorisation. Je vous apprendrai rien, des scènes au mieux qu'un discours. L'adage populaire, en l'occurrence, a vraiment un sens. Il y a une influence non verbale. En dehors du verbe, ça permet, sans s'engager, à travers un dessin, de communiquer un message et d'influencer finalement. On a une représentation multidimensionnelle dans le temps, dans l'espace, et aussi à travers les relations des personnes. Et c'est un langage international. Une cartographie, les points, il n'y a pas forcément de chiffres de données à l'intérieur, c'est international. Quels sont les inconvénients? Le coût d'acquisition, de structuration des données. J'insiste, ça a été évoqué plusieurs fois hier. Moi, je n'ai aucun problème avec les outils de cartographie. Je bute systématiquement sur les connecteurs de données. C'est clairement la chose qui est problématique. D'autant plus qu'aujourd'hui, comme disait M. O'Reilly, monsieur assez intéressant dans le web, on n'a plus un web. Pourquoi aujourd'hui on a des personnes qui parlent des internets? Parce que Facebook, c'est pas vraiment Internet, c'est un écosystème à l'intérieur de l'écosystème web. Et pour relier Facebook, ça va demander ses propres règles, ses propres règles, son propre modèle de données basé sur FOF, Friend of a Friend. On a tous ces réseaux qui sont imbriqués les uns dans les autres, qui ne sont plus le web. Et le coût d'acquisition des données est extrêmement lourd parce que les données sont protégées par les individus, et elles sont protégées aussi par les possesseurs de données qui font du business avec. Donc on a un modèle sous-jacent qui va souvent être non universel. Quand vous développez un connecteur pour Facebook, vous le développez pour Facebook. Vous pouvez ensuite développer pour LinkedIn, ensuite pour Viadeo, ensuite pour X, ensuite pour Y. Clairement, on doit à chaque fois qu'on veut mapper une donnée, structurer un connecteur, et c'est assez pénible. Moi personnellement, je suis assez nul en informatique aussi, donc ça veut dire qu'à chaque fois je dois passer à la caisse pour qu'il y ait un informaticien qui paye et qui développe des connecteurs derrière. On a ensuite des freins culturels aujourd'hui. En France, les entreprises ne sont pas passées vers la cartographie. C'est joli, c'est beau, ça fait beau sur un bureau, mais une fois qu'on en a une, on n'a pas le réflexe d'utiliser cette cartographie pour réfléchir et pour se poser dessus. Je pense que c'est juste un changement de posture par rapport à la cartographie qui est un peu gadget, ça ne fait pas très sérieux, ça fait pas très attention. Donc on a un temps de traitement qui peut être assez long. J'ai entendu parler de temps réel plein de fois. Je suis désolé, je ne spatialise pas 150 000 points en l'espace d'une seconde. Ça demande un certain temps de traitement, de calcul, j'aimerais bien. Mais des fois, j'ai une machine qui tourne toute la nuit pour générer une vue. Donc, je commence par la vue la plus grosse. Et une fois que la vue la plus grosse est traitée, après, je vais générer les vues secondaires. Et là, ça va aller beaucoup plus vite. Et après, je ne sais pas ce qu'il n'y a pas de bien dans la cartographie, je n'arrive pas à trouver. Tout ça pour dire que la cartographie, voilà, si vous réfléchissez, c'est pas super ce truc en fait. Voilà, on s'aperçoit que
si on avait structuré le graphe autrement, on se serait aperçu qu'il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients en fait. Je vais demander juste un petit service, est-ce qu'on peut couper la caméra? Oui. Alors après, il y a des cas secondaires, les associations, les organismes non gouvernementaux, les associations, les entreprises, elles sont là pour faire de l'argent. Et moi, je suis là pour les aider avec la cartographie à prendre les bonnes décisions pour optimiser leur rentrée d'argent. Voilà. Donc, j'avais demandé juste de couper, j'ai pas forcément envie que les cas... C'est vraiment des cas sur lesquels j'ai travaillé pour certains clients. Pierre Fabre, c'était un exemple avant-vente, donc je me sens tout à fait libre de le diffuser. Les autres, c'était vraiment très intéressant.